Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette activité satellite du Carrefour international de théâtre de Québec. Aujourd'hui, nous nous réunissons autour d'une table ronde qui va porter sur la question « Qui parle ?» Alors, je voudrais remercier d'entrée de jeu Isabelle Carpentier, qui est responsable des activités satellites, qui m'a lancé cette invitation, ma foi, hyper enthousiasmante, d'animer cette table ronde avec des panélistes aussi stimulants intellectuellement. Alors, merci beaucoup Isabelle. Et en même temps, bien, je réalise qu'elle m'a un petit peu poussée sur une pente savonneuse parce que les questions qui essaiment autour de cette thématique de qui parle sont nombreuses, elles sont éclatées et elles ne sont pas toujours faciles à ramasser. Alors, je compte bien sur les membres du panel pour jouer le jeu de l'éclatement avec moi. Et je vais vous les présenter donc dans quelques secondes. Je sors mes petites notes. Je ne me tromperai pas. Alors, nous avons ici Amélie Bergeron, qui est co-autrice et metteur en scène du projet Monarque du Théâtre des Petites Lanternes. Elle nous a présenté dans le cadre de ce carrefour un laboratoire de création qui prend racine dans une grande cueillette de mots qui a été faite auprès de plus de 200 militaires, de vétérans et de proches de militaires pour évoquer la question des blessures liées au stress, au stress opérationnel et post-traumatique. Elle nous a donc présenté une proposition sous forme de théâtre documentaire dans une phase préalable au projet. Alors, elle va venir nous parler de son travail dans le cadre de cette réflexion-là qui est en partie documentaire. Alors voilà, Amélie, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation d'ailleurs. Oui, bien c'est ça, cette semaine on était en laboratoire, comme tu l'as dit, Women Back. C'était pas une présentation, on n'a pas préparé quelque chose à présenter. On travaillait, on ouvrait les portes et les gens venaient pendant qu'on travaillait. Littéralement, c'est la première fois que l'équipe était ensemble. Comme tu l'as dit, c'est un processus qui est attaché à ce qu'on appelle une grande cueillette des mots. C'est un concept qui a été mis en place par Angèle Séguin en 2007. J'avais participé à la première version. Et c'est vraiment une manière d'aller chercher la parole brute de citoyens, citoyennes dans un milieu donné et de prendre cette matière-là telle qu'elle a été écrite ou presque, et après ça de tisser une œuvre théâtrale pour que la parole se rende de manière aussi, en fait, sans attaquer l'essence de ce qui est dit, en prenant soin de faire en sorte que l'artistique ne vienne pas contrecarrer ce qui est dit, de préserver la nature et l'essence de ce qui est dit absolument, parce qu'on devient vraiment un véhicule pour cette parole-là. Et dans le cas du projet Monarque, c'est en effet par rapport au stress, à la blessure de stress opérationnel puis au stress post-traumatique. C'est un fils de vétéran qui est venu voir le Théâtre des Petites Lanternes, qui avait assisté à la Grande Cueillette après Lac Mégantic, il y en a eu une là-bas aussi, et puis qui a dit qu'il faut absolument que notre monde puisse profiter de cette affaire-là. Fait que depuis 2017, le Théâtre des Petites Lanternes travaille d'arrache-pied pour essayer de mettre ce projet-là en place. On s'entend que le théâtre et le milieu militaire, c'est comme pas une association qui semble si naturelle. Et pourtant, plus on avance, plus l'association semble forte. Et puis, bien, ça permet, cette semaine d'ailleurs, il y avait beaucoup de militaires, de vétérans dans la salle, de proches de militaires aussi qui étaient là. Oui, et puis ça nous permet de valider, en fait, le contenu du texte, de voir est-ce qu'on se met un pied dans la bouche, est-ce qu'on fait dire des affaires qu'il ne faudrait pas faire dire. Est-ce qu'on en s'en va dans le mauvais chemin puis qu'on risque de provoquer plus de trauma que d'autres choses? Fait que chacun de ces retours-là sont super riches pour nous permettre de valider, en fait, la proposition, de voir de quoi on s'expose, vers quoi on s'en va, de quelle manière accompagner tout ça, parce que c'est pas une œuvre non plus qu'on jette dans le monde puis qu'on dit arrangez-vous avec ça. Il y a une préparation qui doit avoir lieu, parce que c'est des publics, quand on est dans le public civil, ça permet d'entrer en contact avec tout ça, de passer par-dessus des biais. Moi, personnellement, mes préjugés ont beaucoup tombé par rapport à l'armée et aux militaires, là, au travers de tout ça. Ça permet de créer ce pont-là. Mais au niveau des publics qui souffrent eux-mêmes de différents traumas, bien, ça prend au moins un accompagnement, une médiation en préparation, puis par la suite. Donc, bref, les retours qu'on a nous permettent de valider la proposition, de nous dire, OK, on s'en va sur le bon chemin, on s'en va avec le bon ton. On parle des bonnes choses, puis d'ailleurs, cette semaine, on a des retours qu'on a eus de la part de différents intervenants
de faire, c'est le fun parce que ce qu'on entend là sur la scène, c'est ce que les militaires nous disent de façon confidentielle dans le bureau, ceux qui vont consulter. Puis qui passe jamais le bureau, la porte du bureau de l'intervenant. Donc maintenant, ça s'en va dans le monde, ça permet de faire « Hey, j'entends ça et je ne suis pas tout seul à vivre ça ». Ça permet d'entendre des choses qu'on s'est fait dire, je dis « on » comme si j'appartenais à ce milieu-là, mais par exemple, dans notre comité de pilotage, mon Dieu, je pars, hein, je fais ça. Arrêtez-moi si non, vas-y. Il y a des membres de notre comité de pilotage qui est maintenant un militaire en fin de carrière, mais qui est actif encore. 4 divorces en carrière pour plein de raisons. Et en entendant les paroles du personnage de la conjointe qui représente la parole de l'ensemble des proches, hein, les enfants, les parents et tout ça, en entendant donc ce que le personnage de la conjointe dit, il fait « Ah! » Il dit « Je viens de comprendre mes 4 divorces. » Oh boy! Je viens de comprendre ce que je me suis fait dire pendant toutes ces années-là par chacune de ses épouses et de ses blondes. La distance nécessaire pour le recul, en fait. Puis d'un coup, de faire « Ah, OK, ouais. » Et l'avoir su avant, peut-être ça aurait changé des choses et tout ça. Bref, moi, je suis là comme artiste, je suis là comme co-autrice. J'ai co-tissé le texte avec Angèle. Puis là, je vais travailler à faire une mise en scène de tout ça, mais en prenant soin justement de ne pas mettre une couche artistique qui viendrait changer le sens. Hein. Je dis souvent à mes interprètes que je dirige, je leur dis, vous avez un petit sentier de rien du tout pour l'interprétation. Si on va un peu trop loin d'un bord comme de l'autre, c'est super glissant comme terrain. Mais la mise en scène, c'est la même chose. Je peux vraiment pas faire n'importe quoi. Je peux pas me dire « Ah, ça sera le fun de faire telle affaire. » Non. On se ramène, on devient un véhicule, puis on s'arrange pour que ça se rende dans ce que c'est. Mais c'est cette semaine, avec la vraie équipe aussi, pour la première fois, là, j'ai tous mes interprètes, j'ai l'ensemble de mes concepteurs, de faire « OK, le spectacle apparaît, va naître au mois de novembre, là, on a un bon écho, on sait que ça va beaucoup tourner, en tout cas, les augures semblent dire que ça va beaucoup tourner sur les bases militaires à travers le pays, en français et en anglais. Hein. On fait la première en français au mois de novembre, puis on traduit pour pouvoir être bilingue, pouvoir offrir le spectacle dans les deux, en salle aussi et sur les bases. Donc, c'est ça, de pouvoir tourner sur les bases, de pouvoir tourner en salle avec ce projet-là. Hey, je suis partie comme, tu sais, vous ouvrez les valves puis je pars, là, c'est ça qui se passe, tu sais. T'avais-tu peur qu'on parle pas assez? Bien là, je me posais la question qui parle, mais en fait, c'est toi qui vas parler. C'est moi qui parle. Alors, on a la réponse, on peut terminer. Mais c'était le fun, moi, beaucoup. J'ai des questions, je peux-tu faire ça? Ben oui, absolument. OK, tu dis cueillette de mots, donc oui. c'est un Angèle, si je comprends bien, elle a une démarche qui a été entamée en 2007, c'est ça? Exactement. Merci de me ramener parce que je m'étais dit, je vais parler de la démarche, puis je suis partie sur d'autres choses. Donc, comment ça fonctionne? C'est ça, grosso modo, la question? Oui. Une grande cueillette des mots. En fait, on part dans les milieux, en fait, les milieux nous accueillent, je devrais plutôt dire ça. Le comité de pilotage est composé de gens qui appartiennent aux milieux en question. Quand la grande cueillette était au Congo, pour faire une grande cueillette sur les violences faites aux femmes et aux filles, là-bas, en République démocratique du Congo, autour de la table, tu avais tout ce qu'il y a d'autorité politique et religieuse. Des gens qui appartiennent à ce milieu-là et qui ont le pouvoir de rejoindre les gens et qui savent à qui s'adresser. Dans le cas du projet Monarque, autour de la table, on a des militaires, une grande partie de l'aumônerie, des intervenants, des intervenantes, des proches, qui sont des gens, en fait, justement, qui connaissent très bien ce milieu-là et qui savent comment nous faire rentrer dans le milieu, comment ouvrir les portes pour que tout ça puisse se passer, tu sais, qu'à un moment donné que ça se passe, cette affaire-là. Et une fois que les portes sont ouvertes, une fois que les milieux sont rejoints, il y a des ateliers d'écriture qui sont mis en place pour ces gens-là qui sont dans le contexte du projet, appelés des écrivains, des écrivantes, parce que ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des gens à qui on demande tout à coup de savoir écrire un roman, tu sais, je veux dire, c'est pas là qu'on est, c'est tout simple, puis on leur donne à chacun, à chacune, un carnet de paroles, grosso modo, donc, qui a été élaboré autour d'un thème précis, sur une ligne du temps, avant, au début, aujourd'hui, après, puis plus loin, demain. Et on ne leur pose pas de questions. On explique c'est quoi le thème, on explique un peu comment fonctionne le carnet, on se met un peu dans le mood, et puis, comment ça fonctionne, c'est que sur la ligne du temps, il y a des amorces d'écriture. Donc, avant, j'étais, j'avais, j'espérais.
On demande simplement de compléter. OK. Et avec un mot pour commencer, on passe moins par comment répondre à la question. Tu mets ton crayon sur la feuille, tu te mets à écrire, puis c'est clair qu'il n'y a jamais de mauvaise réponse. Là. Fait que les gens se mettent à écrire très naturellement, très spontanément, puis même les plus récalcitrants se retrouvent à faire, on leur dit, bien écoutez, essayez, puis si ça ne vous inspire pas, passez à l'autre, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas rien, faites juste essayer. Systématiquement, en mettant le crayon sur la feuille, ça part. Et les gens se révèlent, puis souvent se révèlent même à eux-mêmes. Puis ça reste anonyme parce qu'on s'en rend... Oui, on a une petite partie, mini-questionnaire, genre quel genre, militaire, vétéran, proche, juste pour avoir un peu de données statistiques aussi qui vont nous aider à cibler quel personnage on va développer à partir de ces paroles-là. Mais sinon, ça reste complètement anonyme, donc il y a un certain niveau de protection. Puis s'il y a des données sensibles qui sont révélées dans le contenu, bien, on ne fait pas exprès pour les exposer au public. On s'attarde à ce qu'on veut dire, à l'essentiel de tout ça. Puis je me demande, c'est toujours à l'écrit, c'est jamais à l'oral. C'est toujours à l'écrit, mais ceci dit, il y a toujours une part qu'on va aller compléter à l'oral. Par exemple, autour de la grande cueillette des mots, avec le monde militaire, dans les 220 carnets qu'on a récoltés, en espérant en avoir plus, mais avec la pandémie, bon, ça a changé. On le fait aussi, normalement, on le fait en... La pandémie, c'était quoi ça? Ça, c'est... Non. C'est la chose dont on ne doit pas parler. Fait que ça passe par l'écrit. Ça C'est passe pas des par entrevues, là. Non, c'est ça, moi, C'est ça, on va aller en chercher une coupe au travers, des fois pour aller bonifier, préciser. C'est ça, dans les carnets, dans toutes les femmes, en fait, qui ont témoigné par écrit, qu'on a pu savoir que c'était des femmes qui avaient écrit, à part une, toutes ont mentionné avoir été victimes d'inconduite sexuelle à différents degrés. Fait que là, on a fait, mais c'est un ratio vraiment important. Est-ce qu'il est représentatif? On est allé poser des questions. Il n'y avait pas d'informations sur comment ça se passe, la gestion de la sexualité dans l'armée. Il n'y a personne qui a parlé de ça parce que, ils sont amenés à parler très librement, mais pas de... Fait que là, nous autres, on est allés revalider de l'information autour de ça pour voir, mon Dieu, si on amène ça, est-ce que c'est juste? Ou pour essayer de comprendre un petit peu plus le contexte, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe. On s'en doutait un peu. On s'en doutait un peu, mais en même temps, c'est les femmes sur le... C'est pas toutes. C'est une culture qui est très masculine. C'est une culture qui est très macho. Ben oui, mon Dieu, puis oui, dans le personnage de la femme, on voit à quel point c'est difficile. Avec les nouvelles générations qui rentrent, bien évidemment, il y a des changements de mœurs qui viennent avec, mais il y a quand même cette culture-là qui est très forte, très difficile à faire bouger. Mais tout ça pour dire que, dans le cas de cette information-là, au lieu de prendre juste ce qui était écrit dans les carnets, mais qui s'avérait... C'était difficile de juste prendre les extraits puis les assembler pour créer un fil, une histoire, quelque chose avec ça, parce que ça allait c'était relativement graphique, ça allait dans certains détails, dans l'émotion très, très vive, alors que l'information que tout ça voulait dire était plus pertinente à amener. Donc, on a pris le contenu, on s'est dit qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, et on le fait passer par une retranscription de ces paroles-là, interprétées un peu Donc, par nous. toi, mettons, comme co-autrice. À travers les personnages, mais même, il y a beaucoup de textes, parce que carrément, c'est du bricolage, c'est une courte pointe de phrases. Et donc, la question, c'est qui parle en premier, puis vous parlez en second. Ouais. Puis vous parlez à deux, en plus. On parle à deux. Ça, c'est Avec quand Angèle. même, avec Angèle Séguin, c'est quand même particulier, ça, parce que on dit souvent, la lecture, c'est un acte quand même assez solitaire, l'écriture aussi. Vous allez à l'encontre de ça, vous démultipliez les porteurs de parole. Ouais. Comment vous orchestrez ça, de travailler à deux sur une parole qui n'est pas la vôtre? Bien, c'est sûr que c'est confrontant d'une part, puis ça demande d'ouverture puis de l'adaptation, ça demande d'accepter le compromis, mais aussi on a fini à travers tous les obstacles qu'on a rencontrés, à travers cette coécriture-là, parce qu'on est des personnes différentes, des sensibilités et des plumes différentes, on a fini par trouver des façons de travailler, puis comment faire en sorte que l'œuvre prenne le dessus sur nous, Oui, en quelque c'est ça. part. Une fois qu'on a passé les premiers obstacles, de comment on procède pour arriver à mettre ça ensemble puis qu'on soit heureuse toutes les deux avec le contenu aussi, puis pour l'ensemble. Se mettre au service. On se met vraiment au service de l'œuvre. Puis il y a eu quand on a fait la salle des machines au CEAD l'hiver dernier, au mois de novembre-décembre, on a senti l'œuvre prendre le dessus sur nous autres. Ça a fait pouf!
Fait, ah, OK, là, à partir de maintenant, c'est plus tant de nous autres qui décident, c'est le texte. Mais à quoi ça tenait, tu penses? Qu'est-ce qui a fait que il y a eu un revirement comme ça, qui a fait que, tout à coup, votre prise de parole, elle était, sans être manipulée, mais il y a quelque chose de méta qui est venu prendre le dessus sur l'acte d'écriture? Ça arrive toujours à un point ou à un autre. En tout cas, moi, c'est moi, comme ça que je le ressens. Moi, l'image que j'ai, c'est comme faire un château de cartes. Tu sais, au début, tu peux mettre tes cartes à peu près n'importe où, mais plus tu montes, où tu peux mettre tes cartes pour que ça se casse pas la gueule. Tu sais, je dis, plus ça va. Tu sais, puis à un moment donné, tu n'as comme plus le choix, tu es là, oui, c'est comme. Ouais, l'œuvre accepte ou n'accepte pas Ben, les changements. ouais, c'est ça. Tu dis, ah oui, si jamais là, tout tombe. C'est Tennessee Williams qui disait, lui, il invente des personnages, il invente une situation, puis après ça, il écoute. Ouais. Là, ça s'écrit tout ça. Puis c'est vrai que ça fait ça. Si tu es le moindrement à l'écoute de l'œuvre à laquelle tu es en train de te mettre au service d'eux, tu sais, ça arrive. Et puis dans ce cas-ci, bon, on a toujours en tête le souci du respect de ce contenu-là, puis de à qui ça va s'adresser, oui, public militaire et civil, mais tu sais aussi de faire, on ne veut pas pousser sur les traumas, Mais quand aussi les interprètes, une première équipe d'interprètes est rentrée pour le labo à la salle des machines, d'entendre des voix, d'entendre des retours, après ça d'avoir un public qui donne des retours. Quand la machine se met en marche, ça vient confirmer les choses, on se met à l'entendre, il y a des choses qui s'uniformisent, où on fait « OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça à travailler », mais là, c'est l'œuvre qui l'appelle, on fait juste suivre. Puis, ouais. Mais tu vois, là, moi, je suis allée voir jeudi dernier, il y avait des militaires dans la salle, puis pas qu'un peu. Il y avait, oui, des hauts gradés, mais il y avait en arrière des jeunes militaires. Puis, ils étaient en bande, ils étaient plusieurs. Et à un moment donné, mon Dieu, on les entendait se moucher, on les entendait pleurer. Alors, dans ce cas particulier, c'est une des rares fois, mais j'en ai vu à quelques reprises, mais cette fois-là, elle était assez évidente, où qui parle est important, mais qui écoute est encore plus important. Parce que, tout à coup, ce qui se disait devant était validé, légitimé par la réaction des gens dans la salle. Et habituellement, c'est rare qu'on voit un public aussi homogène. Les militaires, ils étaient très identifiables dans la salle. Et là, leur réaction, on les prenait vraiment de plein fouet. Et j'ai l'impression que vous ne pouvez pas faire abstraction de la réception du public dans ces laboratoires-là pour construire le spectacle. Si on veut atteindre notre cible d'une certaine façon, oui. Tu sais, si on se faisait dire par ces gens-là, vous ne pouvez pas faire ça, c'est épouvantable, maintenant on ferait... C'est correct qu'on l'entend. Bon, c'est arrivé à quelques reprises qu'on se faisait dire, attention, c'est très fragile, mais on a une équipe autour de nous qui nous aide à développer les outils. Puis là, je veux dire, c'est à peu près, c'est quoi, c'est 3% des gens qui nous reviennent en faisant, attention, la plupart, c'est non, c'est important, donc ça nous valide. Mais oui, ça c'est la réaction dont tu parles, ce groupe-là de très jeunes vétérans qui étaient là. Il y en a un seul qui est resté après pour nous faire part de ses impressions, puis mon Dieu, on est tous devenus bien émus, tu sais, il dit « Moi, je veux parler parce que j'ai le cœur plein. » Puis tu fais « Ah, wow, OK, merci, mon Dieu, merci d'ouvrir, merci de vous permettre de vivre ça avec nous autres. » On dirait que c'est un théâtre qui est très, très ancré dans une communauté, puis qui a pas un objectif précis, mais qui est vraiment... C'est comme le théâtre parfait, le pur, là, où il est dans le dialogue avec le public, là, presque automatiquement. Là, Bien, c'est drôle, parce que moi aussi, j'ai eu cette réaction-là quand j'ai vu le spectacle. J'ai eu l'impression qu'une culture bien particulière, avec des codes spécifiques, les militaires, le monde militaire, et une culture bien particulière, le théâtre, avec ses codes, ses conventions, toutes ces règles, là, tout à coup, se réunissaient dans un moment de nature et d'émotion profonde qui était celle du sentiment de douleur, d'expérience profonde qui transforme la vie. Donc, c'est deux cultures qui arrivaient à se joindre dans un carrefour hyper troublant, hyper nécessaire, hyper pertinent. Et ça, c'était quelque chose que je n'ai pas vu souvent. Alors, cette prise de parole-là, je pense qu'elle a été légitimée, en fait, par le groupe d'où elle émane. Oui, je pense que oui, puis c'est pour ça qu'on continue à avancer, puis pour vrai, c'est sur le plan de la créatrice qui se met au service de cette affaire-là, ça fait « Ah, OK, ça fait du bien que ça se valide, parce que sinon, on a eu ce genre de discussion-là aussi avec l'équipe artistique cette semaine, on en a eu qui ont fait
j'ai une interprète qui a fait, mon Dieu, je me sens imposteur de parler au jeu, de tout ça. Mais là, tout à coup, on se fait confirmer que c'est correct parce qu'on ne joue pas à être, on se met au service de la parole. Oui, puis on dirait que c'est dans ces contextes-là que le mot interprète, comme un interprète à exactement, l'ONU, oui, là, on de est- ben oui, ou même traduire. comme un musicien. là, Exactement, tu sais, tu sais. c'est clair, puis comme tu dis, je veux dire, c'est le fait que ça résonne dans le public, tout à coup, c'est la preuve de la justesse de la parole. C'est tu sais, ça. je veux dire, puis de la justesse de l'interprétation. Ouais. C'est drôle parce que ça n'a vraiment rien à voir, mais bon, tu as dit qu'on peut aller où on On voulait. peut aller où est-ce qu'on veut. J'ai réécouté récemment Anne Trister de Léa Poul avec Louise Marleau, puis je regardais le film, je regardais Louise Marleau, puis j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle a d'aussi exceptionnel? Puis on dirait que je me disais, son visage, qui est filmé de proche dans le film, est tellement ouvert qu'on a tous le loisir, chacun, d'y projeter ce qu'on veut, nous. Ça fait d'elle une grande interprète. Elle fait presque rien, puis c'est nous qui mettons tous. Elle a l'ouverture, elle fait juste être assez. Poreux, Oui, Ouais, exactement. perméable. Pour accueillir tout ce que nous, on a envie de projeter sur sa performance. C'est ça, la clé, peut-être. Ben, tu sais, de laisser de la place pour ceux à qui ça s'adresse. Tu sais, tu C'est as une ça. salle devant toi, puis tu fais, je ne vais pas tout vous donner tout cuit dans le bec. On va vous laisser de la place pour que vous rentriez dans l'œuvre, tu sais, puis que Ouais. vous mettiez Ouais. vous autres dedans. tu sais. Puis le fait que ça soit pas qu'anecdotique non plus, mais quand même, on voit que c'est la fusion de plusieurs discours. Là. On le sent quand même de façon assez nette. Fait que on n'est pas dans l'anecdote, on est dans la représentation de quelque chose. On est absolument et fondamentalement au théâtre. Et j'ai l'impression que si ça passe aussi bien, c'est justement parce qu'il y a de l'air dans le discours. La prise de parole, elle laisse de la place à l'émotion, elle laisse de la place à toutes sortes de réceptions, que ce soit une résistance très profonde, dire non, moi je ne veux pas voir ça, je ne suis pas prêt à voir ça, ou oh mon Dieu, OK, là tout à coup, ce que je vis est représenté devant moi, il y a une catharsis qui s'opère. Mon Dieu, on est chez les Grecs. Ben oui, C'est mais ça qui c'est la présence réelle aussi. Oui, Je pense que, tu sais, exactement. Ouais. c'est sûr que tu sais, au cinéma, si la caméra est proche avec un grand interprète, il peut se passer des trucs, mais je veux dire, tu sais, c'est ça la magie du théâtre aussi. Là. Il y a une présence réelle qui fait que, je ne sais pas comment le dire, tu sais, il n'y a rien de pire qu'un mauvais show de théâtre pour moi, là, tu sais, parce que tu sais, c'est comme chiant, comme un party qui ne lève pas. Tu sais. Ouais. Mais il n'y a rien de plus merveilleux qu'un spectacle de théâtre qui fonctionne parce que c'est comme un party qui lève. Là. Mais il y a comme quelque chose de physique, tu sais, qui est difficile que le cinéma va moins donner, même si dans la salle est pleine, puis le monde rit en même temps ou pleure en même temps. Il y a quelque chose en théâtre, là, quand en même temps, dans une salle de théâtre, on fait tout. Tu sais, je veux dire, tu sais, il n'y a rien qui. En tout cas, effectivement, il y a quelque chose de cathartique, il y a quelque chose. Puis il y a quelque chose de enfin, il y a tu sais, c'est une émotion à la fois, tu sais, en même temps très intime et très collective, tu sais, qui tu sais, ça. Ouais, tu sais, cette électricité-là ouais, ça, circule, oui, puis on c'est la ça, sent. c'est ça, oui, c'est ça. Puis pour moi, c'est ça. C'est ce Mais qui on fait est que- aussi, on est dans une démarche documentaire. Oui, ben Ou je sais en que tout cas documentée. oui, ben c'est ça. Angèle n'aime pas Puis- de l'associer au théâtre documentaire, mais il y a une. Oui, il y a une. Pourquoi? Oui, pourquoi? Ouais, pourquoi? Ouais, pourquoi? Ben écoute. Ben, parce que Ah, c'est basé sur des témoignages oui, c'est réels, ça. Ben, il y a- donc- moi, je pense que, ben écoute, si Angèle écoute, elle va faire non, non, non. Mais je pense qu'il y a quand même un fond, en J'ai effet, dit de théâtre. démarche Oui, documentaire. il y a une démarche documentaire, en effet. Peut-être parce que le théâtre documentaire, en ce moment, il y a un format qui est très associé à, tu sais, à la J'aime au- trop. mais, C'est à la mode. Oui, il y a quelque chose de ça, mais en même Ben temps, oui, il y en mais- a un, il sait documenter, il y a une démarche documentaire, mais après ça, le rendu, oui. c'est pas bonjour, je m'appelle Amélie Bergeron, j'ai fait une recherche et je viens vous la présenter. On n'est pas là-dedans. Tu sais, on fait des personnages, puis c'est eux autres qui passent la parole. là. Mais on dirait, c'est drôle, je réfléchissais tantôt à ça, puis tu sais, j'étais extrêmement curieux de voir, tu sais, on s'est écrit cette semaine, Ouais. puis bon. Mais c'est comme si, on dirait, je me pose beaucoup de questions par rapport au cinéma puis au théâtre, là. Puis à quel point, ben moi aussi, je crois que la présence réelle, c'est la grande, grande force du théâtre. C'est ce qui L'adresse directe. l'adresse directe, ce qui l'accroche au rituel, puis à quelque chose dans nos sociétés sécularisées, là, il y a quelque chose de très proche de, bon. Puis on dirait que je peux pas m'empêcher, je t'écoutais, puis je peux pas m'empêcher de me dire que c'est comme si, avec notre consommation de séries là, qui est devenue là, monstrueuse, avec le cinéma et tout ça, que c'est comme si le lieu de la fiction est tellement, on a tellement des bonnes fictions, accès à des bonnes fictions, que quand on se retrouve en réelle présence, que quelqu'un nous raconte quelque chose qui est directement tiré du réel,
il y a quelque chose de tellement fort. Je me demande si l'avenir du théâtre n'est pas dans le documentaire. Je me suis posé la question. Ben, peut-être que c'est une passe aussi en ce moment, puis ça Ouais. va rebouger par la Oui, suite. oui, bien sûr. Tu sais, ça Mais peut c'est changer. vrai là, que mais... ça- D'ailleurs, ça commence, là. Il y a plein de monde qui plaide pour un retour à la fiction. Ah ouais? Mais tu sais, en même temps, moi, à un moment donné, je me dis, bon, fiction, documentaire. Ouais, c'est documentaire. ça. Tu sais, je veux dire, un écrivain de n'importe quelle discipline, quelqu'un qui écrit, qui invente des univers, il est toujours inspiré par la réalité. Je veux dire, ça s'invente pas de toutes pièces. Il y a tu sais, la recherche du temps perdu, là, il y a 5000 pages sur tout un univers avec des personnages incroyables, mais c'est tout basé sur les souvenirs de l'auteur. Ben oui, ça Et va faire tout le club tu de sais, Annie. Oui, mais je pense- Je veux dire, ces affaires-là, c'est vraiment le C'est steak ça. T'écris jamais à de partir de littérature, rien. là, tu sais. Non, mais il y a quand même... on dirait que récemment, il y a une espèce de... C'est un peu inspiré de faits réels, là, que tout à Ouais. coup, tout le monde se met à écouter ce qui est Ouais. raconté différemment que si on lui dit c'est une histoire ficelée de toutes pièces. Là. Oui, c'est vrai. Bien, parlons-en de ça, justement, de l'importance d'être fidèle au réel. Au théâtre, comment vous vivez ça, de l'importance d'être fidèle ou non au réel? Est-ce que vous avez établi un pacte avec la réalité, vous, en tant qu'artiste? Ben, Oui, le moins possible. Le moins possible? Ben, je sais pas, moi, non, mais je suis pas capable de répondre à ça. Tu sais, moi, je fais pas de mise en scène, je fais pas, tu sais, mais en tout cas, si je prends, mettons, j'ai fait 2 shows, disons, plus près de la réalité. J'ai fait un truc autour du caporal Lortie. Puis j'ai fait un truc aussi là, autour de la rencontre entre Freud puis un de ses patients. Pour moi, je veux dire, tu sais, je veux dire, ce qui est déjà la question de réel est toujours un peu délicate, mais je veux dire, ce qui est intéressant dans un événement, c'est ce qu'il sort de lui-même. Tu sais, je dis, Lortie, ce qui m'a fait hallucinant en lisant là-dessus, c'est sa fameuse phrase quand tu lui as demandé, mais tu sais, qu'est-ce qui t'a pris, tu sais, il a dit je voulais tuer le gouvernement du Québec parce qu'il a le visage de mon père. Le gouvernement du Québec avait le visage de mon père. Moi, j'étais là, Chris, il y a un show là-dedans. Je dis, tu sais, tu t'entends cette phrase-là, t'es là, mais c'est sûr que c'est pas, là, c'est pas un documentaire, c'est encore moins, disons, un reportage. Tu sais, souvent, je pense qu'il y a une soif. Tu sais, on demande au théâtre, au cinéma, à la télévision, quand c'est based on a true story. Tu sais, il y a toujours quelqu'un pour dire, ouais, mais moi, j'étais là, il y avait une chemise verte, il n'y avait pas une chemise rouge, quel scandale. Tu sais, tu dis non, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui. C'est un peu comme toi dans la prise de parole, des gens, bon, j'ai fait un truc aussi, moi, un peu comme ça, avec des ados, avec la gang de Système Kangourou. C'était la même affaire, on leur faisait faire on leur faisait faire des impros qu'on enregistrait. Là, on faisait les verbatims de tout ça, on leur redonnait, ils nous les revenaient. En tout cas, il y avait toutes sortes de. Puis là aussi, on a comme ficelé un machin. Puis à un moment donné, c'est quoi le lien ténu avec le réel? En tout cas, pour moi, c'est ça, l'obsession de rendre le réel tel quel. Tu sais, je trouve que souvent, c'est que ça appauvrit. Tu sais, le réel, il est le fun quand tu es dedans. Quand tu es dans une logique de transposition, c'est d'amener, c'est de montrer ce que le réel ne montre pas de lui-même. il y a tout le temps un filtre, même si tu essaies de rester fidèle au réel. il y a Ben un oui, filtre. c'est ça, il y a un film, mais ce que je veux dire, c'est que mais tu sais, dans le fond, c'est comme l'inconscient, tu sais, on est plein d'opacité, on est plein de, tu sais, je veux dire, on est plein de fantômes, on est plein, je veux dire, fait ce qui est le fun, à un moment donné, quand il se passe quelque chose tu sais, des fois, il se passait des affaires en improvisation qui étaient géniales, puis on était là, mais si on veut, tu sais, qui frappait tout le monde, mais je dis, si on veut, dans le cadre de la représentation, avoir la même émotion, on est obligé de le visionner. pimper. Ben, pas nécessairement de le pimper, mais en tout cas de le montrer d'un autre angle, tu sais, parce qu'à un moment donné, ça. Mais en même temps, s'il y a quelque chose qui a surgi, tu sais, c'est là d'aller fouiller, tu sais, tu crimes comme ça. OK, qu'est-ce qui a surgi? D'où ça part? D'où Qu'est-ce ça qui s'est part? passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, ben, une fois, OK, tu sais, c'est comme quand. Là,
Tu sais, fait que il y a toujours ça, alors que si tu essaies, tu sais, tu refais la même scène mot à mot, puis là, ben, quand Roger il a dit, ben là, voyons donc, ben, si tu le fais comme ça, c'est pas drôle, alors que quand t'étais là, live, quand j'ai dit, voyons donc, tu sais, tout le monde s'est pissé dessus, je veux dire, mais fait que bref, en tout cas, à mon avis, pour rendre compte du réel, il faut s'éloigner le plus de lui. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, Proust, c'est la même affaire, tu sais, pour rendre compte de son enfance, tu sais, pour rendre compte de son passé, puis c'est toute la psychanalyse est là-dessus aussi, tu sais, pour rendre compte de ce qu'on est, ben, je veux dire, il faut aller dans nos fantômes, il faut aller dans l'intangible, tu sais, qui nous habite. Puis c'est ça, moi, il faut aller dans l'intangible qui habite le réel, tu sais, c'est ça qui est le fun de montrer. Tu sais. On a une question qui vient de surgir. On a eu la présentation d'une invitée. Certains internautes se demandent qui sont les... On est comme parti, J'ai hein? mal fait ma job d'animatrice. Ils ont juste à nous couvrir. Et je vais vous faire ça rapidement parce que je veux qu'on revienne à ce que Pierre vient de nous dire. Alors, Amélie, je viens de vous la présenter. Ben, je l'ai présentée il y a une demi-heure. Oui, c'est ça. Christian, Le reste du temps, c'est elle qui a parlé. Christian Lapointe n'est pas là aujourd'hui. Il ne pouvait pas être avec nous. C'est Marie Gignac qui a pris sa chaise et on est très content de l'avoir là. Alors, Marie Gignac, qui est, ben, vous le savez, hein, c'est la directrice artistique du Carrefour international de théâtre, mais elle est aussi autrice, metteur en scène, comédienne. Elle est directrice artistique dans le sens plein du terme et elle a plein de choses à nous dire sur la question de qui parle. Alors, je suis très contente de l'avoir avec nous aujourd'hui. Vous allez voir, elle est très incisive dans ses commentaires. Elle est capable de bien d'épingler et débusquer les réflexions intéressantes. Pierre Lefebvre qui a pris la parole tout à l'heure. Alors, Pierre est l'auteur du texte « Le virus et la proie ». Qui a été présenté au Diamant. C'est terminé maintenant. Non, à 15 heures. C'est vrai. 15 heures aujourd'hui. Puis toi, il faut qu'on te libère pour 15 heures. Moi, bien Amélie, on y va à 15 heures. Ah, mon Dieu, OK. Donc, Pierre est l'auteur du texte « Le virus et la proie » qu'il a monté avec le Nouveau Théâtre expérimental. Donc, son texte, que vous allez peut-être aller entendre tout à l'heure, prend la forme d'une longue lettre adressée à Monsieur, l'épithète derrière laquelle se cache un personnage de pouvoir. Donc, il va être question du pouvoir et de ses enjeux, de ses implications. Il a donc proposé un théâtre, dans sa forme, là, un théâtre épistolaire, mais c'est beaucoup plus que ça, vous allez voir, on va y revenir tout à l'heure. Et Maxime Robin, qui est notre dernier panéliste, qui est co-auteur et metteur en scène de L'Heure bleue, qui commence demain. C'est notre spectacle mystère. Personne ici l'a vu encore. Moi, je l'ai vu. Je vous avais dit qu'elle nous ponctuerait ça de manière incisive, hein? Bon, alors... J'ai vu la générale hier. Oui, certains des gens qui sont ici ont vu des petits bouts, en tout cas un aperçu de ce que ce sera. On a très hâte. C'est un spectacle, Maxime a dit tout à l'heure, qui allait bien plaire à un public adolescent exigeant quand même. Et c'est une adaptation, traduction québécoise de Shakespeare, donc Oui. Hamlet. Oui. Alors voilà. Comme tout le monde, on a fait une adaptation d'Hamlet. On dirait qu'on est les 6e cette année. Ben, coudonc. C'est des hasards. C'est Oui. des Mais en même hasards. temps, ça n'en est pas. C'est dans l'air. Les affaires se croisent. Oui, c'est ça. De la polysémie des chefs-d'œuvre, mon cher. Voilà. Les chefs-d'œuvre ne s'épuisent jamais. Jean-Pierre C'est Le pas moi Gallard, qui l'ai José dit. Lassonde. Voilà, c'est Roland Barthes. Bon, enfin. Donc, voilà, on a présenté nos panélistes. Alors, je relance Pierre sur la question du réel. On parlait tout à l'heure de théâtre documentaire, mais on s'entend pour dire que cette forme-là du théâtre documentaire est un spectre, en fait. Parce Oui. que d'un côté du spectre, on a le théâtre verbatim, qui consiste à prendre la parole des gens et la mettre sur scène pour enfin donner une tribune à ceux qui, généralement, ne la prennent pas, la parole en public, ou n'ont pas d'espace pour se faire. Mais de l'autre côté, il y a le théâtre politique qui est aussi une certaine forme de théâtre documentaire, puis on le voit avec l'avalanche d'images, d'archives qu'on voit sur nos scènes, parce que nos moyens maintenant le permettent. Alors, entre les deux, il y a toutes sortes de formes de Mais il y a rapport au aussi réel. ce que fait Anaïs Barbeau-Lavalette puis Émile Cloutier. Oui, absolument. Les personnes elles-mêmes vont sur scène pour parler de leur réalité. Oui.
à montrer. Là. Tout à fait. Projet porte-parole, le nouveau théâtre expérimental, c'est aussi à donner Ouais, à elle fait des certains choses moments. comme ça. La gang de Système Kangourou, Oui. ils font ça. Là, nous, les ados jouaient, en fait, pas nécessairement leur propre parole. Parfois, c'était celle, tu sais, parce qu'il y avait certains d'entre eux qui n'avaient pas envie d'être sur scène. Mais je veux dire, c'est ça, là, fait que c'était pas des acteurs ou enfin, c'était pas des interprètes là, professionnels. Tu sais, il y avait 14 ans, 14, 15, 16 ans. Donc, ben, il y a ça aussi qui est excitant tout à coup parce que c'est une présence réelle. Surtout à cet âge-là, tu sais, ils ont encore quelque chose là, proche, tu sais, quand W.C. Fields disait « Jouez jamais avec un animal ou avec un enfant parce qu'il va vous obséder. » Oui, ben oui. Fait qu'à 14-15 ans, tu sais, 14-15-16 ans, ils ont encore même s'ils sont non professionnels, ils ont une présence réelle qui est Qui a une force. ouais, qui a une force, tu sais, que quelqu'un dans 20 ans, là, qui n'est pas un professionnel, a perdu. Là, tu sais, c'est-à-dire que le professionnel a appris à travailler, à la ramener. Tu sais. Mais, je ne sais plus où j'allais avec ça, mais bref, oui, effectivement, tu sais, ben, là aussi, si on revient à la question du réel, tu sais, ces jeunes-là n'étaient pas, étaient pas sur scène comme ils sont dans la vie. Tu sais, il y a une transposition. Il y a une transposition. Tu sais, puis à la limite, là, on prenait une bière, on aurait plus ou moins... On pourrait avoir plus ou moins la discussion qu'on a là, mais je veux dire, elle ne serait pas comme ça, parce que là, on est sur on serait probablement moins poli, on ouais, s'interromprait plus, il y aurait deux discussions en même temps. Quelques sacres bien On placés. dirait tabarnak. Puis le corps, moi j'ai tendance, J'ai complètement perdu le contrôle, mesdames et messieurs. Oui, non, mais je vais le prendre, moi. Non, mais la question de qui parle, moi, il m'apparaît clair que dans Le virus et la proie, c'est toi qui parles. Oui. Hein? Oui. En même temps, Absolument. oui, mais bon, déjà, c'est que le virus et la proie, à l'origine, n'est pas un texte de théâtre. Donc, c'est un membre. Vraiment, en fait, c'est ça, c'est un texte, c'est une drôle d'histoire. Je peux faire vite, mais. En fait, dans un premier temps, c'est Olivier Chouanière, que vous connaissez peut-être, qui est metteur en scène, auteur de théâtre, qui a fait des abécédaires. Et donc, il invitait 26 auteurs, autrices, il leur donnait chacun une des 26 lettres de l'alphabet, puis je sais pas trop, là, A comme auto, B comme, je sais pas trop, bisous, etc. Et puis là, ben, on devait, à partir de ce mot-là, écrire une lettre à quelqu'un qui existe ou pas. Ça peut être un personnage de fiction, quelqu'un de privé, quelqu'un de public. Moi, je m'étais retrouvé à voir Elle pour Libéral. Puis à cette époque-là, c'était Couillard, qui était notre premier ministre. C'est qu'on en avait l'air. Et un des premiers sens de libéral, c'est... qui est digne d'une personne libre. Fait que je demandais s'il se sentait digne d'une personne libre. Surtout qu'il avait avancé pour justifier son budget d'austérité. Il disait, ben, moi, j'ai pas le choix. Je veux dire, c'est à New York que ça se passe. C'est les agences de cotation new-yorkaises. Si jamais, nous autres, si on ne fait pas un budget où on met la hache dans tous les budgets des services publics, ben à New York, ils vont nous baisser notre cote, puis vous voulez pas ça, c'est vraiment pas le fun, là. Donc, fait que j'étais là, je disais, ah ouais, OK, fait que si lui, qui est le premier ministre, qui me représente, me dit qu'il n'y a pas de souveraineté politique, pas au sens d'indépendance du pays, mais je dis qu'il n'y a pas, c'est pas mieux au fédéral. Je dis, moi, ma souveraineté politique, tu sais, ce gars-là, il me représente, puis il dit, j'ai pas de pouvoir. Fait que moi, mon pouvoir politique, c'est quoi? Fait que puis cette question-là a continué à m'habiter, parce que, bon, évidemment, là, pour faire un show pour l'abécédaire, on est limité à une page. Puis c'est qu'après, je me suis retrouvé à faire justement là, le show avec les ados, dont le thème était le pouvoir, qui s'appelait Le pouvoir expliqué à ceux qui l'exercent sur moi. Puis pendant, donc, ça s'est étalé sur 2 ans, j'ai lu là, tous les grands auteurs possibles et impossibles qui ont
qui ont réfléchi sur la question du pouvoir, Hannah Arendt, Isabelle Stinger, Platon, Nietzsche, en tout cas. Et c'est, à un moment donné, pendant, en fait, un des exercices qu'on demandait aux ados, à un moment donné, on leur a dit, écrivez une lettre au pouvoir. Écrivez une lettre à quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. Ça peut être de l'ordre du privé, ça peut être votre père, votre mère, votre grand frère, ça peut être votre patron parce qu'il commence à avoir des jobs de fin de semaine, ça peut être le premier ministre, ça peut être... Puis il y en a une couple qui était « Ah, je sais pas quoi faire, gna, gna. » Puis là, je me suis dit « Ah, mais regarde, je vais vous donner un exemple. Tu sais, je vais faire une lettre au pouvoir, moi, tu sais, puis ça va. » Puis c'est là que j'ai repris je dis « Ah, je vais reprendre la lettre que j'avais faite à Couillard. » Puis je sais pas trop, là, je pense que du monde, d'une part, comme bien du monde, je pense, dans le milieu du théâtre, j'ai des problèmes avec l'autorité. Et là, après 2 ans, après 2 ans, tu sais, à lire des affaires sur le pouvoir, j'étais assez craqué. Fait que quand j'ai commencé la lettre, puis là, j'étais là, je disais, ah ouais, je peux pas leur montrer ça, là, tu sais, ça partait, tu sais, je voyais, puis j'étais là, je vais faire une lettre d'une page et demie, puis je vais leur montrer. Là, ça partait dans tous les sens, tu sais, mais effectivement, à ce moment-là, je veux dire, c'est sûr, je l'écris au jeu, c'est vraiment, tu sais, mes réflexions, tu sais, sur ces questions politiques-là. En même temps, je veux dire, c'est toujours, tu sais, j'aime bien le qui parle, tu sais, c'est la question magique, tu sais, du psychanalyste aussi, tu sais. Je veux dire, tu sais, il y a la fameuse phrase de Beckett qui dit « Qui ça, je ?» Tu sais, fait oui, tu sais, il y a des affaires, c'est sûr que le jeu du virus est très près de moi, mais je veux dire, tu sais, c'est pas non plus complètement, enfin, tu sais, il y a des affaires très biographiques, il y en a qui ne sont pas pantoutes, en fait, peu importe, tu sais, mais pour moi, ce qui fait la force d'une parole, c'est aussi, tu sais, même d'une parole très autobiographique, tu sais, on en revient à Proust, ou quelqu'un comme Montaigne ou Annie Ernaux, tu sais, où on sait que, tu sais, on sait que c'est vraiment, ce jeu-là est très, très proche, tu sais, de la personne qui tient le crayon, mais il y a une espèce de flou aussi. On est pas maître de notre inconscient. Oui, bien, c'est ça, de notre inconscient, de nos fantômes, puis effectivement, un peu comme tu disais tantôt, mais on a juste à leur donner le crayon, puis ils partent. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu sais, la parole, il y a ça comment dire, de magique, d'étonnant dans la parole, parce que la parole a elle-même une mémoire. Tu sais, fait que les mots appellent les mots, tu sais, puis surtout, moi, tu sais, c'est un peu, ma tête fonctionne comme ça, mais tu sais, la lettre, c'est beaucoup écrit, tu sais, sur un peu sur la logique, là, la chanson, tu sais, 3 petits chats, chapeau de paille, paillasson, somnambule, bulletin, tintamarre. Tu sais, c'est comme une idée, une image, des fois juste une sonorité, tu sais, en amener une autre. Tu sais, c'est sûr que c'est toujours plus ou moins en accord avec la question du pouvoir, mais tu sais, aussi une des choses que j'essayais de nommer ou de circonscrire là-dedans, c'est qu'on a souvent tendance, à penser que le pouvoir ou que les lois, que le politique en général, c'est assez abstrait, t'sais. Alors que c'est pas vrai, c'est hyper concret, c'est au corps que ça arrive, là. Je veux dire, tu sais, quand on a chaud, je sais pas, là, tu sais, je sais pas comment ça s'est passé ici, là, à mi-mai, en tout cas, à Montréal, on a eu une canicule, là, il faisait 32, on avait chaud, là, tu sais, tu sortais, puis tu étais déjà mouillé en dessous du bras. Je veux dire, tu sais, ben, ça fait depuis les années 70, tu sais, que les scientifiques, puis que les gens, je veux dire, tu sais, que les écologistes disent, si bon, là, à guidiner de quoi, parce que le réchauffement climatique va arriver, bon, ben là, je veux dire, tout ce que les gens qui ont du pouvoir n'ont pas fait. Je veux dire, tu sais, l'été passé, il faisait 50 en Colombie-Britannique. Ben, je veux dire,
c'est le corps, tu sais, je sais pas c'est quoi, comment on sait quand tu fais 50 degrés Celsius, mais je veux dire, c'est au corps que ça arrive. Sur la queue, mettons, de la conséquence, ça C'est ressent directement. c'est toujours, puis c'est la même affaire, tu sais, quand tu dis, OK, on va couper l'assurance chômage, ou quand quelqu'un va dire, ah oui, là, on va délocaliser l'usine de Lévis pour l'amener en Pologne, parce que le monde là-bas, on peut le payer 3,50 $. Ben, je veux dire, le gars qui passe à job, la fille qui passe à job, je veux dire, c'est pas... Puis là, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il est déprimé, tu sais, je veux dire, il a la mèche plus courte, fait que son chum, il dit de quoi? Elle a ta gueule, tu sais, je dis le nombre, tu sais, le nombre de suicides qui suivent des mises à pied massives, je veux dire, est énorme. Puis ça, ben, je veux dire, ça arrive aussi, je veux dire, ben, ton chum, ta blonde, ton père, ta mère se suicide parce qu'il a fait une dépression, parce que, je veux dire, à 54 ans, il a perdu une job, puis sa possibilité d'en trouver une autre est, disons, au mieux flacotante. Je veux dire, tu sais, c'est... Mais tous ces trucs-là, tu sais, alors que rationalisation, on va rationaliser l'entreprise. Ah, ben, wow, c'est super, tu sais. Oui, en plus, c'est bien vu. Ben, c'est bien, ben là, qui peut être contre la rationalité, il faut vraiment être avoir un balai dans le cul, puis être... je veux dire, pour être contre des choses comme ça, mais pourtant, je veux dire, au bout de la ligne, je veux dire, c'est ça, là, fait que fait que pas, puis moi, c'est ça qui me choque, tu sais, quand j'entends les discours politiques, quand j'entends... Oui? J'aimerais ça savoir si, toi, en tant que créateur, tu sais, d'avoir fait toute cette recherche-là, de tout t'approprier de tout ce monde-là du pouvoir, puis en quelque sorte, après l'avoir comme... ben, j'ai senti chez toi comme un gros haut de cœur, là, comme un vomi. Ouais, une grosse colère noire, là. Est-ce que ça t'a donné le goût? Parce qu'il reste que là-dedans, on n'a pas tu sais, on peut accuser la politique, on sait, là, on leur redonne le pouvoir de nous sortir de la merde, mais dans le fond, on se rend compte que, tu sais, ils le font pas. Mais est-ce que ça t'a donné le goût comme créateur d'aller dans le sens de donner un pouvoir autre par rapport à ça, à tout ce que tu as... Je sais pas si ma question est... Ben, en tout cas, je vais répondre comme je pense que j'ai compris, puis si je suis à côté de la plaque, tu me ramèneras. Mais c'est sûr que pour moi, ben, on en parlait un petit peu, c'était hier ou avant-hier? Quand est-ce qu'on a... Hier. Tu sais, pour moi, il y a quelque chose de très politique dans le théâtre ou dans la littérature. Je dis toujours, tu sais, que l'opposition officielle, tu sais, c'est l'art. Ouais. C'est le théâtre, c'est la littérature, c'est le cinéma, je veux dire, c'est la peinture, le dessin, etc. Parce que le pouvoir, il y a un imaginaire. Ne serait-ce que la conception de la réussite qui nous impose. Le pouvoir aussi, un vocabulaire. On disait tantôt, tantôt quand tu disais on consomme des séries, consommer, c'est s'acheter une paire de jeans. On est rendu qu'on consomme de la culture. Je veux dire, on le dit. Des histoires. Tout le monde le dit. Je veux dire, c'est comme, on gère notre couple. Mais c'est tout un vocabulaire du management qu'on utilise tous dans notre vie de tous les jours, mais ce qui nous donne vraiment, mais ça, les mots, ils pensent, à un moment donné, les mots, ils pensent à notre place. Les mots, je veux dire, ils justifient, je veux dire, la structure du monde dans lequel on est. Puis la littérature, le théâtre, je dirais, surtout, la littérature et le théâtre, parce qu'ils s'attaquent directement, souvent, je veux dire, au langage, mais ils viennent fissurer ça. Ils viennent dire que cette représentation du monde-là, je veux dire, dans lequel on vit, que le pouvoir défend, puis nous impose, bien qu'elle n'a pas de légitimité, qu'au fond du fond, la légitimité de cette représentation-là, je veux dire, c'est la violence. C'est comme dans le loup et l'agneau, la fable de La Fontaine. Le loup débarque, il y a un agneau qui est en train de boire dans un ruisseau. Puis le loup débarque et il dit, qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Là, t'es là, ben, le mouton pourrait dire, ben, moi chier, je suis là en train de boire, puis toi, tu débarques, puis tu me dis, c'est toi qui me dérange.
Puis là, le loup essaye dit non, mais tu me déranges parce que je t'ai vu la semaine passée. Puis il dit ben non, la semaine passée, je n'étais pas là. Mais c'est pas toi, c'est ton frère. Puis il dit j'ai pas de frère, mais c'est pas toi, c'est ton berger. Puis à un moment donné, c'est que tu rends compte, c'est que le loup essaye de trouver une raison pour pouvoir le manger. Alors que sa force seule, il serait capable, il n'y a pas le guts, en fait, il n'y a pas le d'assumer, guts. il assume pas. Fait qu'il dit, si je te mange, c'est parce que j'ai raison, puis que tu as fait quelque chose de pas correct. Puis je dis, je dis, moi, je lis les journaux, j'entends les bulletins de nouvelles, c'est toujours plus ou moins ça qu'on nous tient. Je veux dire, Lucien Bouchard, les Québécois sont paresseux. Tu mange la merde, tabarnak. Je veux dire, non, mais tu sais, mais c'est effrayant. Je veux dire, le monde qui travaille au salaire minimum, je veux dire, qui n'arrive pas à se trouver de logement, c'est de leur faute. C'est comme, qui se pogne une deuxième job, ou comme pendant la pandémie, on n'arrête pas de dire réinventez-vous. Là, tu es là, ben toi, réinvente-toi, gros porc. Je dis, tu sais, c'est comme. Tu sais, moi, ça. Tu sais, c'est. Fait que, bref, le théâtre, la littérature, je veux dire, ça vient, je veux dire, c'est un discours qui s'oppose à ce discours-là. Puis c'est aussi, ben, comme tu sais, tantôt tu disais, à un moment donné, les gens dans la salle se rendaient compte qu'ils n'étaient pas tout seuls. L'art, c'est aussi ça. Je veux dire, c'est aussi, à un moment donné, que ce soit nos inquiétudes politiques ou sociales, ou je veux dire, nos angoisses très intimes, très personnelles. Tu vois un film, tu vois une pièce, tu lis un livre, tu lis un poème, tu es là, fuck, je suis pas tout seul. La prise de parole au jeu, dans la lettre du virus et la proie, n'empêche pas que c'est clairement un discours au nous. Puis en plus, quand on lit le texte, on le voit que c'est une lettre. Il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de personnage. Mais là, sur la scène, là, c'est porté par 4 personnes qui forment déjà un groupe. À partir de 3, on est un groupe. Donc là, 4 personnes qui semblent avoir des sons de cloche quand même complémentaires, mais qui tapent sur le même clou. Alors, ça te place, toi, dans une double posture. Tu écris au « je », mais clairement, tu es le porte-parole d'un groupe. Ben, je ne sais pas si je suis le porte-parole, mais je veux dire, c'est-à-dire que je suis toujours très, très touché, très ému quand des gens me disent, qu'ils se reconnaissent dans le texte, qui ont l'impression, qui ont déjà pensé ça. Puis, de toute façon, justement, comme tu disais tantôt, mais comment ça fait qu'en ce moment, il y a 17 productions de Shakespeare. Puis, on le sait, là, les archéologues ont prouvé que la roue a été inventée dans la même centaine d'années. La roue a été inventée à plein de places, plus ou moins en même temps. Puis, avant Internet, là, c'est comme, c'est pas ils seuls. C'est pas parce qu'ils ont volé les collèges. collèges. Ils n'ont pas de checké, ça c'est mal, j'ai trouvé une affaire pas mal écœurante. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a des affaires dans l'air du temps qui fait que. Mais en fait, la division, c'est sûr que ça, à un moment donné, ce qui m'a donné, disons, l'intuition d'aller vers le théâtre avec ce texte-là, c'est qu'à un moment donné, j'étais pas mal vers la fin, tu sais, je me suis dit, ah oui, si une fille disait ce texte-là, est-ce qu'il vibrerait autrement que c'est un gars? Parce que finalement, moi, ce que j'ai voulu, tu sais, c'est on sait très, très peu de choses du jeu qui parle. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de pouvoir qui parle à quelqu'un qui en a. Tu sais, on sait que c'est un monsieur, puis pour moi, le pouvoir est encore, tu sais, même majoritairement masculin, puis mais on sait pas c'est qui, on devine vaguement, vu qu'on évoque une campagne électorale, que c'est un homme politique, mais tu sais, ça pourrait être Jeff Bezos, c'est pas... c'est le concept du pouvoir incarné. Ben, c'est ça, fait que c'est là, ben, pour moi, c'est ça, fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, mais si c'est une fille, tu sais, qui dit « j'ai pas de pouvoir », est-ce que ça résonne autrement qu'un gars? Puis de là, ça a été « OK, mais tu sais, si c'est un gars dans 70 qui dit « j'ai pas de pouvoir », c'est-tu la même chose qu'un gars dans vingtaine? Puis là, ben, c'est-tu la même chose que quelqu'un dont les parents ont été des boat people vietnamiens qui sont arrivés ici dans les années 70? Est-ce que
quelqu'un d'origine haïtienne. Tu sais, à un moment donné, on se dit, OK, est-ce que la même phrase... Dans le fond, on en revient à la question de l'interprète. Je veux dire, est-ce que la même phrase résonne de la même façon quand c'est un autre corps, quand c'est un corps différent qui a dit, puis là, fait que là, l'idée de dire, ah, fuck, c'est ça, oui, on fait un show avec ça. Mais c'est le contexte, en fait. C'est que toi, tu as écrit des mots pour porter un discours, mais le contexte, il dit quelque chose, lui aussi. Puis si Christian Lapointe était là, mon Dieu, qu'on aurait une belle discussion à ce sujet-là. Oui, bien là, on le fil rouge que Oui. tu cherchais tantôt, il apparaît. Oui, c'est ça. Mais regarde, tu vois, il n'y a pas de point pour accrocher le fil rouge du côté de Christian. C'est bien dommage, mais on va quand même parler de son spectacle, parce que lui aussi a posé cette question-là de la parole qui est recontextualisée par l'image. Ceux qui ont vu Not One of These People ont entendu un propos qui a été écrit et un propos qui a été surimprimé sur des visages qui, eux, n'existent pas dans la vie réelle. C'est des visages créés par l'intelligence artificielle. Donc, on pouvait lire, le texte a été écrit indépendamment des visages, mais on pouvait... Et avant. Et avant, exactement. Le texte précède C'est ça. l'idée de la mise en scène. Exactement. Puis, corrige-moi si je me trompe, là, mais le texte a été écrit par Martin Crimp. Oui. Et Christian, lui, s'est amusé à mettre des visages sur ses aphorismes, pratiquement des courtes phrases, des pensées autonomes. Et là, tout à coup, le visage qui apparaissait venait contextualiser le propos. Et si ça avait été un autre visage, on aurait compris le propos différemment. Donc, quand on Mais fait... ça a été travaillé. Oui. C'est pas le hasard. Il y a 299 répliques, Ouais. il y a 299 visages, mais ils ont tous été matchés, tu sais. Ouais, c'est pas différent à chaque représentation. C'est ça, non, des non, choix, c'est placé, c'est un choix pour chacun des visages. Bien, donc, Martin Crimp a écrit un texte. Il a écrit son texte. Christian Lapointe a Il écrit l'a une envoyé à partition. Christian. Christian a reçu le texte, il l'a lu, puis il a fait... Parce que comment tu fais... Comment tu montes ça, un texte avec 299 personnages différents? Tu sais, c'est Faut quand faire une même... grosse demande de subvention. c'est quand même un défi. Tu sais, Prends des il y a- grandes il y a un loges. bon défi. Fait que là, Christian, il faisait, oh Dieu, mais comment qu'on monte, tu sais? Ouais. Puis à un moment donné, il y a eu le flash du deepfake, là, de l'hypertrucage. C'est parti de là. Il a proposé cette idée-là à Martin. Crimp, mon Dieu, je l'appelle Martin. Comme ça, on est allés à l'école ensemble. Puis ça lui a beaucoup plu. Et c'est lui qui a dit à Christian, je veux le faire. Parce que l'idée, c'était qu'une seule personne dise le texte et qui aille ces 299 visages qui portent la même voix. Mais le nombre de mises en abîme qu'il y a dans ce show-là, c'est ça. incroyable parce qu'il y a Martin Crimp qui est l'auteur, Christian Lapointe qui est le metteur en scène. Les deux ont joué le texte qui est porté par un personnage d'auteur sur la scène. Il y a vraiment un personnage. Ils sont là, les oui, deux. Oui, en alternance. C'est ça, mais je veux dire, il y a une place sur scène pour la personne qui parle. Absolument. Oui. OK. Il y a un C'est setup. c'est terrible faire un show Carrefour parce que tu ne vois pas les autres. C'est un cauchemar. Continue. Ah, ben on pourra te Je raconter. voulais beaucoup voir. T'as manqué quelque chose de vraiment le fun. Ouais, je sais. En fait, vraiment le fun. l'auteur lit son texte. C'est ça. Avec Oui. Puis on voit les visages. Puis il y a un écran assez géant. Imposant, Et là, il parle, là. Oui, c'est ça. Tu as l'impression que la voix Viens. provient d'eux, Ouais. alors que c'est l'auteur qui... Oui, c'est tout à fait ton genre. Puis sérieusement, je pense que tu aurais beaucoup aimé ça parce qu'il y avait plein de prises sur ce spectacle-là, sur cette performance-là, qui était une lecture, performance médiatique, mais le sens était très, très, très clair et ça suscitait justement plein de réflexions sur la prise de parole parce qu'on se disait, cette phrase-là, elle serait, on suppose, on suggère qu'elle pourrait être dite par cette personne-là et voici ce qu'elle signifie. Parce qu'elle est dite par cette personne-là. Mais si on changeait l'image, la phrase qui vient d'être dite, oh mon Dieu, ça passerait pas. Il y a des visages d'enfants, des visages d'adolescents, des gens de toutes les cultures, de toutes les ethnies, des plus vieilles. Puis il y a une phrase qui revient en leitmotiv, on a l'impression que c'est
un dirigeant d'entreprise, c'est un homme blanc dans la cinquantaine, soixantaine, et il revient à plusieurs reprises et ça devient drôle, mais là, on comprend le mécanisme qui est en jeu quand on le voit revenir. Mais c'est jamais le même visage. C'est jamais le même Mais visage. il parle de la même chose, Ouais. en des termes un tout petit peu différents. C'est qu'il est allé à un meeting où il avait peur, il avait l'impression qu'il allait se faire renvoyer, puis effectivement, il s'est fait renvoyer. Puis là, les patrons lui ont demandé, ça touche à ton texte, les patrons lui ont demandé, explique-nous pourquoi on devrait te renvoyer. Tu sais, puis ils l'expliquent, puis ils font, d'accord, tu es renvoyé, car tu as raison. Ah ouais, c'est Donc, ça. il y a ça tourne en cercle concentrique jusqu'à temps qu'on arrive au cœur de l'affaire. Parce qu'au début, les visages sont statiques, mais à un moment donné, les visages se mettent à parler, à bouger. Et on voit le lien entre les lèvres du lecteur et l'image qui change. Alors là, la frontière entre le réel et la fiction est trouble. Tu iras à entre... Londres au mois d'octobre. Oui, hey, ça va être quelque chose, Ils ça. vont le faire à Londres. C'est un show de reprise de pandémie en plus. Ça a été conçu comme ça. Donc, ici, là, la question du qui parle est suggérée et resuggérée par différents contextes. Et c'est une proposition toute simple, mais absolument géniale. Là, je vois que Raphaël me pose une question. Est-ce que je me trompe ou l'idée et le concept de la mise en scène qui a été ajouté après le texte, ça a ajouté une certaine question au niveau du monde virtuel qui, au départ, n'était pas nécessairement supposé être dans le texte? Bien, ça, c'est des interprétations, tu sais. Une mise en scène, ça essaie de tirer c'est une lecture de faire valoir c'est ça, un c'est une texte. lecture. Mais après, on peut interpréter comme on veut les choix de la mise en scène. Hein? Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ce sens-là est apparu, effectivement, que ça pouvait être quelque chose qui était qui représentait une espèce de multiplicité de voix, de paroles, de visages, comme sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Mais c'est une réalité. La réalité virtuelle est de plus en plus imprégnée, puis le sera de plus en plus. C'est intéressant quand même d'avoir cette suggestion-là. Oui, puis si je peux me permettre, Oui, mais c'est pas présenté comme ça. Tu sais, on dit pas voici un show sur Facebook. Non. mais on dirait que, tu sais, j'ai pas vu le show, là, mais tu sais, j'ai déjà vu du Cramp, là, puis on dirait que dans ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, il y a toujours une place pour l'inquiétude, là, il y a quelque chose d'inquiétant. Puis le deepfake, c'est quand même... Ouais, c'est quand même inquiétant. Tu fais, hey, c'est spécial, là, tu sais. oui. Fait que je trouve que comme, en tout cas, j'étais là à la conférence de presse, parce que j'ai vu du spectacle de Christian puis de Martin Crimp, de Marty. Mais j'ai fait, c'est vraiment ingénieux, là. Quelle idée astucieuse, quelle idée géniale d'avoir combiné ces deux éléments-là ensemble, tu sais. Mais c'est une autre distorsion du réel. Ouais. C'est aussi parce qu'il fait parler toutes sortes de personnes voyons, moi tu le dis. Et il ne se sent pas nécessairement légitime de faire parler, mettons, une femme d'une autre origine que lui, d'une autre orientation sexuelle, mettons. Hein, c'est ça aussi la question. Il y avait cette question-là de lui là, qui disait, je me demande de quoi j'ai le droit de parler, moi, comme oui. auteur C'est ça. anglais. Vraiment. Isabelle, tu voulais réagir? Oui, bien, c'est comme tu disais que c'était inquiétant. Pendant que Christian, il travaillait sur justement le spectacle, puis cette idée de deepfake, tout ça, on collaborait ensemble, puis j'y avais envoyé un truc, puis c'était un petit texte sur le web qui disait que il y a une campagne électorale, là je me rappelle plus où, qui avait utilisé leur promotion. Il y a un parti politique qui utilisait les faux visages, des visages de gens qui n'existaient pas. Et selon les résultats, il y avait 60% des gens qui avaient davantage confiance en des visages qui n'existaient pas qu'en des vrais visages de politiciens. Alors, c'était un peu comme, il avait testé cette affaire-là, puis là, ça devenait comme, OK, mais on fait confiance à des gens qui n'existent pas. Hey, j'ai de quoi à dire par rapport à ça. Vas-y. Mais c'est pas formulé encore. Fait que je commence à le dire, puis il n'est pas fini de se faire dans ma tête, OK? Quand j'étais à l'université, là, je me rappelle, mon cours de scénarisation, il était avec Michel Langto. Michel l'avait dit,
ce qui fait une bonne histoire vraie, c'est pas ce qui fait une bonne histoire fausse. Puis quand tu lis, mettons, Paul Auster, là, on dirait que c'est vraiment au cœur de ce qu'il fait, là. Tu sais, puis il avait recensé aussi plein d'histoires, là, tu sais, il avait fait un espèce de projet, là. En tout cas, puis c'est comme si, elle, ce qu'elle disait, c'est une bonne histoire vraie, c'est la coïncidence qui en fait la richesse, c'est que les éléments se placent, puis c'est incroyable que ça soit arrivé comme ça. Ouais. Alors que ça, en fiction, c'est juste de la mauvaise scénarisation. Fait que personne ne va croire ça, là, tu sais. Bon, puis on dirait que, avec le deepfake, je sais pas comment, mais c'est la même chose. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je vois où tu t'en vas. C'est une fausseté qui est plus banale que la réalité. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est super ça, ciblé, puis tu sais, c'est des choix là, qui composent ce visage inventé-là, puis qui va représenter des gens à qui ça s'adresse, puis qui vont se reconnaître dedans. C'est ça, mais qui Mais qui est neuf, en fait, là, pour revenir, c'est un visage qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de fantôme, Puis qu'il y a pas de qui défaut. Oui. n'a pas de défaut, puis qui n'a pas, tu sais, je veux dire, tu sais, Mais la- aussi, la- tu la- peux. la- Ils sont pas tous beaux, hein? Non, ils sont Non, tellement non, ordinaires. C'est ça qui est rochant, là. Non, C'est mais qu'ils sont... Mais ce que je veux dire, C'est c'est l'autre, que tu sais, l'humanité, c'est toujours l'ombre et la lumière. Ouais. Tu sais, fait que Ouais. dans un deepfake, si tu mets juste la lumière, c'est sûr, ah oui, je le truste, lui. Tu sais, c'est comme, j'y achèterais un char usagé. Tu sais, il a l'air Puis correct. tu peux dire aussi, avec l'infini variété, pas l'infini, 299, là, mais c'est quand même une bonne variété de visages, et donc tous différents les uns des autres, tu peux conclure le show en disant, bon, on a représenté pas mal tout le monde, tu sais. C'est le nouveau Yep. lip-sync un peu. Tu sais, Milli Vanilli, à l'époque, ont eu. Mais non, c'est une blague, là, c'est pas assez. En même temps, Milli Vanilli, si on prend l'exemple, c'était deux beaux grands gars noirs qui interprétaient de la musique, alors qu'en arrière, il y avait de vrais chanteurs qui, eux, ne faisaient pas juste chanter, faire du lip-sync. Aujourd'hui, on a la technologie qui fait en sorte que ça change. Mais effectivement, c'est pas c'est le 2.0 du lip-sync. Oui, oui. En fait, tu as l'impression d'avoir un éventail humain assez large, là, tu sais. Ah ouais. Mais tout le monde parle la même langue, là, mais... Tu voulais nous parler de Shakespeare. Moi, j'ai le goût que tu nous parles de Shakespeare. Toi, traducteur, adapteur. J'ai envie de te soumettre le mot tradaptation. Oui, qui vient de Michel tradaptation! Garneau. Adaptation. Je suis encore... Mon Dieu, on t'a réveillé. Non, mais je pense à tout ce qu'on dit, puis le deepfake, ça me trouble au bout. Shakespeare, ouais. Oui, Shakespeare. Mais c'est vrai ce que dit Il Amélie. n'y en avait pas d'Internet dans son Non, temps. non, mais on monte encore Shakespeare. Et donc, la parole est encore vive, semble-t-il. Alors, Shakespeare parle à travers vous, à travers David et toi qui avez monté ce spectacle-là, ou c'est l'inverse? Comment tu vis ça, toi, reprendre possession de Shakespeare? Ben nous, ce qu'on voulait faire, c'était adapter Hamlet en essayant d'écouter, je ne suis pas linguiste, je ne suis pas historien, je connais pas aussi bien le théâtre que toi. Mais je me disais, me semble que quand Shakespeare a monté Hamlet, le monde dans la salle, il parlait la même langue que lui avait écrit, grosso modo. Puis quand nous, on le monte maintenant, c'est plus ça. Fait que je me dis, on va essayer avec David de le mettre dans des mots qui sont plus les nôtres pour voir qu'est-ce que ça donne, ça, quand on fait ça. Puis le mettre dans une réalité qui est plus proche de la nôtre. À l'époque où Shakespeare écrivait ça, il y avait une reine, il y avait des... La royauté faisait partie C'est intégrante ça. de la vie. Fait que là, on s'est dit, ben nous, on va enlever ça, comment le pouvoir peut s'incarner différemment. Puis là, bon, fait qu'on a tout essayé de changer ces codes-là pour qu'ils nous ressemblent un petit peu plus. Puis après ça, on a rajouté une couleur de communauté isolée qui vit dans le bois, puis tu sais, bon, tout ça. Puis ce qui est arrivé je fais toujours le même pitch quand je parle de ce show-là, on dirait que c'est l'affaire la plus... En tout cas. Mais ce qui est arrivé, on a toujours le On même... l'a jamais entendu. C'est ça. Oui, c'est vrai. Le problème est toujours le même, c'est que quand tu adaptes ça, tu arrives devant le pouvoir exécutif qui est très difficile à contemporaniser, si je peux dire. Tu sais, mettons, à la fin, ils se tuent, là, tu sais, parce qu'ils ont toutes des épées. Mais je veux dire, aujourd'hui, aux États-Unis pas peut-être, mais pas nous autres, non, là, tu sais. Fait que là, tu fais qu'est-ce que c'est ce... Puis on voulait que ce soit un adolescent. On voulait qu'Hamlet soit très, très jeune. Pour moi, ça, c'était évident, là, tu sais. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est devenu... Le jeune Hamlet devient un tueur en série, en fait. T'as pas si tu veux garder ça, tu as le choix, là, mais c'est le choix qu'on a fait, disons, là, nous autres, là. Il devient un psychopathe. Masse. Je sais pas comment... Un tueur de masse? Tueur Tueur de masse? Tueur de masse. C'est ça qu'on dit? Oui, tueur de masse. Oui. Mais ça veut dire que
toi, tu arrives face à un texte comme celui-là, complètement décomplexé, parce qu'il y a des gens qui vénèrent les œuvres originales. La question de la fidélité dont on parlait tout à l'heure, là, être fidèle, être révérencieux à l'égard d'une œuvre, toi, comment tu vis ça, le fait... Ça, c'est le fun. C'est très, très simple. On était deux. David a lu Shakespeare et moi, je l'avais lu, mais là, j'ai fait comme ça pour l'écriture. Okay. Fait qu'à chaque fois, je faisais « on fait ça ». Il fait « non, on peut pas, Shakespeare ». Puis c'est là, Shakespeare. Pour Shakespeare continue d'exister. Oui, j'ai pas enlevé Shakespeare. Vous avez gardé le synopsis, tu sais. Ben, les personnages. Oui, ben c'est ça. C'est tous les mêmes personnages, c'est la même histoire, c'est les Mais mêmes vous avez séquences. enlevé toute l'histoire politique. On a enlevé le politique. On a enlevé le politique. Bon, ben, Donc, qui c'est parle? l'histoire humaine, c'est l'humanité c'est les rapports humains. Oui, c'est les rapports entre, c'est les rapports familiaux. La mère, le père est mort. Ouais. Il a été probablement tué par l'oncle. Oui, c'est ça. La mère se ramasse avec l'oncle. Ouais, Le fils est l'isolation. dans sa crise d'adolescence. En fait, pour être plus juste, c'est une adaptation du Roi Lion. Ouais, mais t'es mieux de rester sur Shakespeare, ça coûte moins cher en droit. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon! C'est n'importe quoi. Non, mais le Roi Lion est une adaptation d'Hamlet. Ben oui, c'est certain, le nombre d'adaptations qu'il y a eu, mais donc, dans cette perspective-là, est-ce que c'est encore Shakespeare qui parle? Non, c'est Maxime Robin. C'est Maxime Robin qui parle. Ben non, je dis n'importe quoi. Oui, Shakespeare parle à travers ça, mais ce qui parle surtout, c'est des contemporains à nous, tu sais. Mais la nature humaine est éternelle. Je sais pas, là... Ben, c'est la Ça, polysémie j'y ai des... pas pensé. comment t'as dit Des ça? chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre. Oui. Dans ma tête, Shakespeare, c'est comme si... Comment je dirais ça? Tu sais, moi, dans ma... Mon Dieu, je vais dire ça. Dans ma pratique, j'ai souvent adapté des choses parce que ce que je trouve le fun, c'est que quand tu te retrouves assis dans la salle, tu as l'histoire qui t'est racontée, puis tu as la distance entre l'histoire qui t'est racontée et l'original. Fait que tu as des lectures... Tu peux faire des constances aller-retour entre ces deux lectures-là. Puis ça, je trouve ça stimulant intellectuellement, puis au niveau de l'affect. Et puis, tu sais, hier, ce qui est toujours le fun, je trouve, quand comme metteur en scène, il y a un moment où tu t'assois, puis le public est là, puis tu es avec lui. Puis tout à coup, tu n'entends plus les mêmes affaires, parce que c'est comme si tu vivais l'expérience avec eux. Puis hier, c'est comme si je redécouvrais que Chris, elle s'appelle quand même Gertrude. Je sais pas son nom, là, mais tu sais plus son... Oui. Ouais, il l'appelle... Assez tard, là. Fait que, tu sais, puis maintenant, lui aussi, on dit qu'il s'appelle... Fait qu'il y a comme... Il y a vraiment... il y a le moment où les deux affaires, tu sais, Shakespeare puis notre histoire s'accrochent ensemble, tu sais. Puis, c'est sûr que là, c'était des jeunes de... Ophélie. Dès le début. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, si tu connais Hamlet, quand tu vois l'heure bleue, tu reconnais tous les éléments, là, tu sais. Puis les jeunes, hier, je ne sais pas à quel point ils étaient familiers avec l'œuvre de Shakespeare, là, je sais pas. Il y en a plusieurs qui ont vu le lien avant même que... OK. Mais tu sais, mais ça fait comme une autre façon de voir. J'ai vraiment pas répondu à ta question. Non, continue, ça bouillonne, là. Vas-y. Oui, c'est ça. Fait que, puis comme tu disais, pour moi, Hamlet est entier partout autour. Là, tu sais, je veux dire, il est ailleurs, il est dans, tu sais, je veux dire, il est dans Courville, il est dans tout, là, tu sais, fait que C'est vrai, dans Courville. Fait que c'est comme si moi, je me sens vraiment pas... tu sais, je veux dire, on n'est pas aussi bon que Shakespeare. Ben oui, moi mais... puis David, là. Mais il est peut-être moins pertinent que vous, en tout cas, aujourd'hui. Ah, je suis pas d'accord. Oui, tu penses? Ce qui nous permet... il nous a donné tellement un bon matériau qu'on est capable de faire l'heure bleue avec ce qu'il a fait. OK, mais donc, c'est pas sa lecture à lui, c'est quand même votre lecture de son histoire. Ben moi, la manière que je reçois, ben j'allais dire l'œuvre de Shakespeare, mais toutes les œuvres, c'est que... OK, je repars de l'autre bord. Quand j'étais à l'université, j'ai fait un cours sur l'interprétation. C'est un cours de maîtrise, je ne comprenais pas tout ce qui se disait, c'était en anglais. Mais je me rappelle que le prof, il disait ce qu'on considère comme la meilleure interprétation d'une œuvre, généralement, c'est celle qui réussit à organiser de manière logique, ou en tout cas dans un système, le plus d'éléments qui composent l'œuvre. Puis, pour moi, une œuvre, l'œuvre la plus riche, c'est celle qui donne lieu au plus d'interprétations de cet ordre-là possible, qui est assez vaste pour que une communauté congolaise puisse s'identifier aux enjeux, ou que moi, je sois capable au Québec. C'est bon. Puis Shakespeare a tellement compris, c'est souvent ce qu'on dit de lui, a tellement bien compris la nature humaine
qu'il m'a permis, moi, Maxime Robin, avec David Bouchard, là, des siècles plus tard, d'écrire une œuvre qui se tient là, à partir de ce que lui avait fait comme base. Tu sais. OK. C'est-tu quoi répondre à ta Absolument, question? OK. absolument. On s'interroge avec les étudiants avec qui je travaille. Qu'est-ce qui fait qu'une mise en scène est une bonne mise en scène? OK. Il n'y a pas de réponse universelle à ça, mais on essaie de trouver, disons, des dénominateurs communs. Là. OK. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi les grandes qualités d'une œuvre? Puis on en arrive souvent à l'idée que ça doit être cohérent. Ce que OK. tu viens de dire, là, Ouais. l'assemblage, le système cohérent. Ouais. Il y a évidemment la pertinence. Aujourd'hui, est-ce que ça nous parle ou ça ne nous parle pas? Je veux dire, dans les années 60 et 70, surtout 60, Jean-Claude Germain a écrit des œuvres formidables. Aujourd'hui, on ne montre plus Jean-Claude Germain parce que ça n'est plus pertinent aujourd'hui. Il n'y a pas nécessairement d'écho de ça dans notre société contemporaine. Mais là, tu parles d'un texte ou d'une mise en scène? Ouais. Parce que- Les deux. OK. Oui, les deux. Ah oui, pour moi, c'est les deux parce que souvent, quand les bonnes mises en scène ont bien intégré l'idée du propos dramaturgique, de la fable. Mais si Shakespeare survit aujourd'hui Oui. et pas Jean-Claude Germain, c'est pas à cause de la façon dont on les a mis en scène. Non. C'est à cause de leur texte. Assurément. Oui, puis la troisième pointe du triangle, c'est l'exécution. Est-ce que c'est bien rendu? Ouais, ouais, Fait ouais. que tu vois, puis c'est intéressant là, ce que tu me dis parce que tu me parles de la cohérence de l'histoire qui, elle, demeure, mais il y a quand même du génie dans la pertinence des metteurs en scène contemporains de Shakespeare, de trouver des manières de rendre ça, puis que le spectacle, il ne s'écrase pas au pied du metteur en scène, mais il se rend vraiment à la personne, puis jusqu'au fond de la salle. Oui, c'est ça. Alors, je trouve que c'est dans la rencontre. C'est Oui. pour ça que ce, Ben que oui. ce que vous dites est tellement intéressant. En tout cas, tantôt, j'allais dire quelque chose, puis finalement, on l'a bifurqué, mais je pourrais peut-être en parler tout à l'heure. Mais c'est que, tu sais, quand nous, ce projet-là, l'Art bleu, ça fait 6 ans qu'on est là-dessus. OK? Puis c'était très clair pour moi pourquoi on faisait ça il y a 6 ans. Puis avec les années, c'est comme si, comme artiste, tu te développes, tu vas ailleurs, puis tout à coup, c'est devenu une autre affaire. Puis là, ce qu'on présente là, c'est plus ce qu'on voulait faire au début. Puis il y a une affaire, quand Isabelle m'a appelé puis m'a dit « J'ai un groupe scolaire d'Ottawa qui voudrait venir voir le spectacle. » Puis Oui, Noranda. oui, je sais pas pourquoi je pense toujours à Ottawa. C'est une autre affaire, ça. Rouen-Noranda. Il y a moins T'es de obsédé mine par le à pouvoir. Oui, effectivement. Un petit peu moins. C'est ça, exactement. C'est à cause du pouvoir, le gouvernement. Non, Les mais... milliards, c'est une sorte de pouvoir aussi. c'est comme si on s'est rappelé, moi puis David, que au début, on voulait faire un show pour les jeunes. T'sais. On voulait que ce soit un show qui m'enseigne un jeune, qui parle aux jeunes. Puis dans la mise en scène, c'est vraiment ça qu'on a exploité. On est vraiment, on est dans l'excès. On beurre la toast, là, beaucoup. Là, t'sais. OK. Parce qu'on voulait essayer ça. Puis ça, c'est comme si Shakespeare n'a pas besoin de ça. Mais on veut essayer, on voulait essayer ça, on voulait aller là avec cette version-là. J'ai toujours pas répondu à ta question. Mais Mais Shakespeare n'a pas besoin de ça, mais nous autres, on a besoin Oui. de lui. c'est un levier. C'est C'est ça la différence. Mais en tout cas, comprenez-vous qu'il y a une affaire de... Non, on voulait que les kids... Ce à quoi je pensais, là, quand j'essaie de me rappeler quand moi, j'avais cet âge-là. Puis, meilleur exemple. Quand j'avais 17 ans, à l'école, il y avait un gala culturel. On fait la soirée, c'est très, très, très stimulant. Je suis super énervé. J'arrive chez nous, mon amie Michel, elle me dit « Je t'appelle, puis on fait de quoi? » J'arrive chez nous et je m'endors. Je me réveille, j'ai manqué toute la soirée, j'ai pas réussi à rien faire. Je me Fait que je décide que je vais au cinéma tout seul. Et j'ai vu Moulin Rouge, OK? J'avais 17 ans, tu sais, Baz Luhrmann, là, j'étais de même, là, sur le 220, là, tu sais. Puis c'est à ce jour une des expériences les plus fortes que j'ai vécues. Puis quand je mettais en scène Hamlet, j'ai essayé de me rappeler de cette intensité-là. Puis dans la musique, dans la lumière, dans l'interprétation, comment on a guidé les acteurs, on a essayé d'être dans cet esprit-là d'intensité, puis d'excès, puis tout est au bout, puis il vit les affaires au maximum, tu sais. Fait que ça fait un show qui est très spécial, là, qui est vraiment spécial, tu sais. Mais que je me dis, il me semble que moi, à 17 ans, j'aurais vu ça, j'aurais fait... Tu sais, c'est un petit peu ça, là, l'idée, là. Mais on problématise toujours, de toute façon, au théâtre, le rapport au spectateur. Il faut qu'on le fasse. Ouais. D'une manière ou d'une autre. On ne peut pas faire abstraction de la personne à qui on s'adresse. On ne peut pas ne pas penser au contexte, on ne peut pas ne pas penser à la proximité. Je veux dire, le théâtre, c'est un art de chaleur. On est ensemble. C'est ce qui différencie le théâtre du cinéma de toute façon. Mais c'est pour ça que quand tu dis... Je pense que la raison pour laquelle je dis ça, c'est que tu disais qu'est-ce qui fait une bonne mise en scène. Puis Ouais. tu dis, bon, c'est... Tu
sais, il y a comme, tu parlais oh mon Dieu, j'ai tout oublié, hein, c'est tellement pas bon, là. Jean-Claude Germain. Oui. Et puis, tu sais, parce qu'on le montre plus aujourd'hui, parce qu'il y a une affaire de pertinence, mais on dirait qu'il y a aussi une affaire c'est pas parce que... C'est parce que c'est ça, le théâtre, c'est poche pour ça, c'est sa grande force, mais c'est aussi, c'est que c'est tellement dans le temps. C'est, tu sais, c'est pas fait pour passer l'épreuve du temps. Le texte, peut-être. Oui, certaines mises en scène aussi. Je veux dire, regarde, mettons les shows de Pina Bausch, tu sais, Pina Bausch est morte, tu sais. Je veux dire, même si c'est un peu muséal, je veux dire, tu sais, je sais pas ce que je pense de ça, parce que, tu sais, il y a le côté muséal qui me dérange, mais tu peux aller voir des mises en scène, tu sais, de Pina Bausch, enfin, mise en scène / chorégraphie de Pina Bausch, Aziz, tu sais, mais c'est sûr, tu sais, que, comme tu dis, tu sais, moi, je trouve que c'est plus, en fait, à ce niveau-là, le théâtre est comme plus chien avec les interprètes, tu sais, je veux dire, peu importe, tu sais, les grands interprètes, quand leur génération est finie, tu sais, à la limite, c'est comme des joueurs de hockey, là, tu sais, c'est comme Maurice Richard, tu sais, on voit vaguement c'est qui, mais tu sais, je veux dire, même, tu sais, Duceppe, je veux dire, tu sais, on ne sait plus c'est qui, je veux dire, tu sais, pourtant, c'était quoi? Denise Filiatro, oui. Ouais, mais Denise, c'est comme, mettons, dans 10 ans, quand tu sais, je sais pas, là, à un moment donné, quand elle va avoir 117 ans, qu'elle va mourir, mais je veux dire, c'est comme, mettons, tu sais, 20 ans après sa mort, un interprète, là, c'est correct que ça ait vécu moi aussi, pendant un bout, que c'est là que ça se mais passe. c'est ça l'affaire, puis là, je vais dire de quoi de polémique. Oh! Mais, tu sais, dans les dernières années, j'ai été amené à travailler de la web-série, OK? Qui est beaucoup, en tout cas, qui est beaucoup plus soumise au financement, puis à la consommation, puis à bon, ça. Puis ce qu'ils nous disent, c'est ton public cible, identifie ton public cible. Puis là, tu sais, pour vendre l'affaire, la découvrabilité, là, que ça se rende, tu sais. Oui, la jeunesse, c'est important. Bien, c'est ça. Puis c'est comme si... Puis jeunesse, moi, c'est une autre affaire, tu le disais tantôt, là, dans le C'est pour les investisseurs que c'est important. Oui, mais c'est que jeunesse, qui est très, très spécial, c'est que tu fais un show pour un public, mais tu le vends à un autre public. Tu le fais pour les enfants, mais tu le vends à leurs parents et à leurs profs. C'est très spécial. Mais, tu sais, quand je faisais Lou, tu sais, on travaillait sur le... Qu'est-ce que je dis dans le mot de metteur en scène? C'est pas la même affaire, en tout cas. Mais, où j'allais avec ça? Oui, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, Pina Bausch, par exemple, je sais pas c'était quoi son objectif, je sais pas c'était quoi son public cible. Non, mais moi, je crois pas à cette notion de public cible. Shakespeare, il n'y avait pas un public cible. Je veux dire, la notion de public cible, c'est une affaire là, qui se met, je dirais, en place avec la notion d'industrie culturelle. En fait, ça se met en place avec la diffusion. Oui, mais ça, je veux dire, avec la diffusion, mais ce que je veux dire, c'est pour, je veux dire, ça se met... La mise en marché. Non, mais il faut être dans une logique industrielle pour être dans une logique de public cible. Oui. Mais c'est parce que l'art n'a pas toujours été dans une logique industrielle. Puis on n'est pas obligé d'accepter, je veux dire, les paramètres dans lesquels l'industrie culturelle... Moi, le public, je veux dire, c'est comme... C'est au moment où il écoute, c'est au moment où il voit, c'est là qu'on voit si ça passe ou pas. Mais je veux dire, faire des choses pour un public cible, pour moi, je trouve ça épouvantable. Mais je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que le mot que je devrais plutôt utiliser, plus que public cible, ça serait polémique, c'est pour qui on le fait. Tu sais, moi, mettons, je pense souvent à mes parents. À qui tu parles? À qui on parle, oui. Ouais, mais même si moi, je pense que c'est aux gens à s'adapter. Je veux dire, si Van Gogh avait dit « Ah oui, pour qui je peins? » Je veux dire, il a vendu, je veux dire, 1,5 tableaux pendant sa vie, puis parce que c'est son frère qui a poussé en crise, parce qu'il disait, bon, il faut quand même... mais quand même, Van Gogh, en peignant, il devait se dire qui va regarder. Ben, peut-être pas, mais j'ai envie d'embarquer là-dedans, vas-y. Parce que, tu sais, comme artiste, tu as décidé de faire, ben écoute, les gens s'arrangeront avec ça, puis c'est bien correct, c'est un droit absolu. Tu sais, il n'y en a pas de problème avec ça. Ceci dit, mettons comme dans les arts vivants, dans le fait de venir, de s'acheter un billet, de venir s'installer au théâtre pour profiter d'une œuvre, quand il y a un public qui choisit d'aller voir l'œuvre, ben tu fais le choix. Ah, ben là, comme d'être public. Venu. Oui, ben là, comme tandis public. Tandis que, tu sais, comme. Mettons, parce que là, je peux pas m'empêcher de rebondir sur la question de public cible. Je suis encore au gros bec. Je suis encore au gros bec un petit peu, tu sais. Fait que je peux pas m'en empêcher, mais tu sais,
Pour moi, la différence, c'est pas tant... Oui, il y a l'âge, tout ça, mais il y a le fait de choisir de venir au théâtre. Puis souvent, le jeune public ne choisit pas par lui-même de venir. Il est amené au théâtre par un adulte qui est son prof, qui est son proche, whatever, puis qui va être captif de l'œuvre. Si elle ne s'adresse pas à lui, qui est pogné pour la subir, puis que c'est une expérience qui peut être traumatisante selon le groupe d'âge à qui tu t'adresses, bien, il y a quand même une importance là pour les créateurs qui vont le faire. Après, quand tu t'adresses à un public adulte, un public qui choisit, ou en tout cas, dès que tu t'adresses à un public qui choisit d'être là, ou qui a la liberté de sortir, puis de s'en aller si ça ne fait pas son affaire, bien là, tu sais, je veux dire, tout le monde est libre, ça fonctionne. Mais en même temps, regarde, il y a des histoires, il y a des trucs pour enfants depuis, en tout cas, au moins le Moyen-Âge, là. Je veux dire, tu sais, ces questions-là, je veux dire, ça fait très, tu sais, je veux dire, on se pose ces questions-là depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, là. Je veux dire, fait, tu sais, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est des questions qui sont pas importantes, parce que c'est des questions qui sont dans un... Une logique de marché. Bien, c'est ça. Je veux dire, c'est des questions qui nous sont imposées par un cadre socio-politico-économique très précis. Puis, je veux dire, tu sais, comme on disait tantôt, je veux dire, tu sais, quand la salle résonne, je veux dire, pourquoi qu'elle résonne? Si on le savait, tu sais, je veux dire, mais toutes les choses seraient tout le temps géniales. Tu sais, je veux dire, quand des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça n'a rien à voir avec le fait que, je veux surtout m'adresser, tu sais, aux femmes de 50 ans. Ah non, là, tu t'en vas, c'est quelque chose. Non, mais je veux dire, pour moi, c'est pas. Je veux dire, tu sais, c'est comme faire, tu sais, je veux dire, faire une œuvre pour enfants. Je veux dire, là, est-ce que les enfants, c'est un public cible? Tu sais, moi, quand même, j'étais à la Revue Liberté, qui est une revue, tu sais, de littérature, tu sais, puis les membres de sub, c'est ça, là, c'est qui votre public cible? Bien, le public cible, c'est la personne qui va pogner à la revue puis qui va aller, tu sais. Je veux dire, pour moi, c'est ça. Puis même si, je veux dire, un enfant, comme tu dis, je veux dire, le public cible, c'est le directeur de l'école, tu sais, qui va décider d'acheter le show ou pas. En fait, c'est lui qui va l'acheter, mais tu veux quand même t'adresser c'est ça. Mais ce que je dis, oui, mais... Mais là, on arrive dans une tranche philosophique qui confronte une tranche logistique, économique, qui permet à l'œuvre de se rendre. Je veux dire, on peut, tu sais, pour moi, on peut pas faire l'économie de ça. Non, ça va faire l'économie, mais ça se concilie pas parfaitement. Bien sûr, mais c'est pour ça que c'est problématique, puis c'est pour ça qu'il faut questionner le cossin. Mais sans vouloir t'interrompre, je serais quand même curieuse d'entendre la fin de la réflexion de Max. Oui, puis Max, il faut qu'il finisse sa réflexion parce qu'il s'en va voir le virus et la proie. Oui, c'est quand il est quelle heure? T'as 2 minutes, c'est là que ça se passe. 34 quand même. Ah, OK. Oui. Alors, finis ton idée. Je sais plus. Ben, je voulais dire, je trouvais que... tu parlais des web-séries, que là, tu fallait que tu cibles à qui tu t'adresses pour les subs. Oui, par rapport aux œuvres. Ben, c'est ça, mais je pense comme toi que c'est pas toujours conscient. À un moment donné, tu te fais... Pourquoi je fais ça? T'sais? Pourquoi c'est cette décision-là que je prends? Plutôt que celle-là, tu sais. Puis là, ben, je me suis rappelé de cet ado-là que j'avais été. C'est là que je m'en allais. C'est qu'à un moment donné, pour moi, c'est la plus belle affaire, là, quelque chose qui me touche profondément, disons. C'est ce que tu as dit tantôt. C'est que vous faites un spectacle qui a le pouvoir de toucher des gens parce qu'ils sont au rendez-vous, qu'il y a une rencontre réelle. Puis c'est comme si je sais pas, j'ai pas de fin à ma phrase. Je pense que c'est juste ça que je veux dire. Mais je pense que, éventuellement, c'est ça, c'est la rencontre. C'est ça qui fait qu'il y a une œuvre qui a pas... Puis des fois, la rencontre est plus tard, justement, avec Van Gogh, je veux dire, c'est comme aujourd'hui, il suit parapluie, je veux dire... Bon, tu sais, c'est parapluie. Non, mais c'est vrai. Non, t'as jamais vu des gars, tous des impressionnistes. Ben oui. C'est le festival du calendrier. Mais je veux dire, tu sais, de son époque, on y lançait des pommes. Oui, c'est ça. Comment oses-tu dessiner des cossins comme ça? Mais je veux dire, mais à un moment donné, il y a une rencontre. Tu sais, c'est ça. Il y a la rencontre. Puis là, ça, je veux dire, à mon avis, la rencontre entre une œuvre et son public, c'est mystérieux comme une rencontre amoureuse, ou une rencontre d'amitié. Comment ça se fait que, je veux dire, je rencontre cette fille-là, puis je suis là comme... Mais je veux dire, tu sais, c'est comme on ne sait pas. Mais je pense que j'ai retrouvé ce que je voulais dire par rapport à ça. Après ça, tu t'en es. Après ça, je m'en vais. Mais tu sais, c'est que j'ai fait une autre table ronde avec des... Tu nous trompes? Oui, une table ronde? Avec des créateurs, mais elle était virtuelle. Fait que c'était pas pareil.
C'était comme du sexe Celle-là contre est sexe. celle-là est meilleure. OK. OK. Et puis, c'était sur les théâtres jeunesse. Et puis, c'était avec le Cube. Et puis, c'est Marie-Josée Bassin qui dirigeait la discussion, rencontres-là, ouais. ces rencontres-là. Puis, elle nous a fait lire un texte japonais qui avait été écrit de manière similaire, je pense, à ce que j'oublie son nom, Angèle, fait, ben peut-être pas, là, mais je ne sais pas ce qu'Angèle fait finalement, mais c'était, ils ont été voir des jeunes dans une école qui a été ravagée par le tsunami. Et ils leur ont demandé de parler de leur réalité. Et ce spectacle-là a été joué par ces jeunes-là dans l'école, dans les décombres de l'école. Oui, Bon. wow. Puis c'était leurs proches qui venaient. Ah, Fait que là, c'est ouais. une catharsis. Là. Ben là, moi, j'étais là, c'est immense, tu sais. Puis là, on discutait après, puis on fait le texte, tu le lis, puis il est vraiment bouleversant, tu sais. Puis là, elle dit, puis nous, moi, je le lisais en anglais, donc il a été traduit, non, en français, il a été traduit. Puis là, on dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on le monte? Je le monte tout au gros bec. Qui fait la mise en scène? Qui joue dedans? C'est quoi la diffusion d'un show comme Ou celui-là? bien tu mets le feu à ton quartier, puis après ça, Ah, tu c'est fais bon, le ça. show. Non, mais tu sais, mettons, il y a des œuvres où dans le 4e mur de Serge Chalençon, c'est ça, Chalandon, je ne sais plus son nom, avec quelqu'un qui a lu ça? Chalandon, où qui parle il monte Antigone dans les ruines d'un pays, puis ils finissent par le faire un demi-soir, puis c'est assez, tu sais, c'était juste ça, là. Oui, mais tu sais, Suzanne Sontag qui a monté, je ne sais plus lequel des Beckett à Sarajevo dans les années 90, pendant que les bombes pétaient, là. Oui, c'est ça. C'est des points de convergence. Il y a C'est des des planètes cadres. qui s'alignent, qui font qu'une sensibilité en rencontre une autre. Puis qu'il se passe quelque chose et qu'il y a des trucs qui vont se déposer par la suite, des idées, une pensée, des émotions. Mais ça, en tout cas, toujours est-il que je pense que c'est en réaction à ce que tu disais par rapport à le questionnement que tu as avec tes étudiants, c'est que il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de dire que même si on ne veut pas, déjà là, cette réflexion-là que tu peux avoir avec tes étudiants est tributaire d'une logique de marché, du fait qu'il y ait eu une diffusion, qu'il y ait quelqu'un qui ait structuré ça, qu'il ait organisé, qu'il y ait du monde qui réfléchisse à cette diffusion-là, alors que le théâtre, ça peut aussi être le spectacle de Suzanne Sontag ou celui des jeunes japonais, tu sais, ou celui des militaires. Puis il n'y a pas un étudiant qui peut aller dans ta salle puis qui peut dire aux militaires « Ouais, mais la mise en scène n'était pas aussi intéressante parce que voici les points. » Tu sais, Non, La non, rencontre là, t'es est à côté, C'est là, ça. c'est ça, c'est plus ça. C'est ça. Ouais. fait que- Hey, merci infiniment, Merci à vous. vraiment, Merci. de cette belle C'était vraiment- rencontre. C'était tellement le fun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis j'espère que vous avez bien apprécié ce bouillonnement d'idées. Merci, Marie, d'avoir été là. Merci beaucoup. à toi. Merci à tout le monde. Mais oui, C'était merci super beaucoup. le fun. C'était Ouais, très c'est très le stimulant. fun. Puis là, wouche, parce que tu vas être en retard. Ouais. Ah, moi aussi. Je vais voir si une On peut communauté, Amélie, on continuer pourrait la aussi prendre. si, Je suis venu en communauté.